Bonjour Louis, Bonjour Lazare. merci de nous accueillir chez toi. Merci d'être là, merci à Nexus, merci à toute l'équipe qui est autour d'oser aborder un sujet que pas beaucoup de médias, pas beaucoup d'artistes, de producteurs, de créateurs osent aborder. Parce que c'est comme si la question des effets secondaires des vaccins était devenue un tabou, quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, quelque chose euh, qui est de l'ordre d'une pomme de discorde, et y compris dans les familles les plus unies, dans les couples qui s'aiment le plus. Oser aborder cette question-là, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus, tu vois, dans les lithographies qu'on voyait dans nos cours d'histoire. Ils en ont parlé à table, tu vois, tout le monde qui s'est entre-déchiré, les gens qui s'envoient des coups de poing, etc. C'est vrai que on a reçu, on a reçu. On est parti à la rencontre de beaucoup de gens qui ont subi des effets secondaires et qui nous ont parlé du fait que parler de ça, justement de ce sujet, c'était devenu tabou auprès de leurs proches et de leur famille. Ouais, tout à fait. J'ai un ami sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a écrit un très bon article sur comment est-ce qu'on a créé ce tabou sociétal sur la question des effets secondaires des vaccins et sur la vaccination en général, qu'on n'a plus le droit de questionner. Euh, Juste avant de parler de tout ça, peut-être je vais me présenter pour ceux qui n'auraient jamais vu ma tête. Je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je me suis occupé des gens atteints de Covid sévère pendant le Covid. Ma spécialité était plutôt les malades atteints des maladies hématologiques comme les leucémies, les lymphomes, et puis les grands brûlés. Et puis par la force des choses, j'ai été amené à m'occuper des malades Covid sévères, et donc à être au contact tous les jours avec le Covid grave. Et dans une période où tout le monde vivait dans une sorte d'incertitude, une fiction racontée à mesure par les médias, par les pouvoirs publics, par les pouvoirs politiques, moi j'étais confronté au réel. Euh, et ça a été un peu salvateur. Ça m'a permis de me rendre compte de la distance absolument gigantesque qu'il y avait entre ce qui était raconté dans le grand public, par les médias, et les projections que les gens en avaient, et puis la réalité pratique de ce qu'on vivait, c'est-à-dire une infection respiratoire hivernale avec une atteinte respiratoire sévère, mais tout à fait, au fond, facile à traiter. Je m'avance un petit peu en disant ça, hein, mais si on faisait comme d'habitude, c'était facile à traiter. L'étonnement que j'ai eu, c'est que les tutelles institutionnelles nous ont dit de ne pas faire comme d'habitude. Et qu'on a eu des webinaires, des formations, des recommandations, des mails par le ministère de la Santé nous disant de faire comme ci ou comme ça, ce qui n'était pas nos pratiques de réanimation habituelles. Et par exemple, on a dit il faut intuber, mettre un tube dans la gorge des gens et les mettre sous ventilation mécanique invasive de manière très précoce parce que la maladie s'aggrave très vite et donc il ne faut pas laisser le temps à la maladie euh, de s'installer. Or, le fait de mettre un tube dans la gorge et de mettre une ventilation invasive porte une charge de iatrogénie, de morbidité, c'est-à-dire en gros les effets secondaires de ce qu'on fait nous, hein, qui est très très lourde. Parce que pour que quelqu'un se laisse ventiler par une machine, très souvent il faut le sédater, c'est-à-dire mettre en route des médicaments d'anesthésie qui sont des hypnotiques et des morphiniques, une sédation lourde qui fait que le patient va se laisser faire. Mais ces sédations elles-mêmes ont des effets secondaires. Et comme effet secondaire principal, le fait de ne pas bouger au fond d'un lit. Et donc de commencer à faire des escarres, d'avoir un risque de faire des thromboses et des phlébites, des embolies pulmonaires. Le fait de ne pas se nourrir spontanément par le tube digestif. Et donc de ne pas avoir les apports nutritionnels suffisants et énergétiques suffisants. Le fait de ne pas se laver les dents par soi-même, de ne pas se torcher par soi-même. Toutes ces choses-là auxquelles on réfléchit pas, mais qui sont, au fond, n'importe quel malade, il continue à faire ça, y compris quand il est hospitalisé. Chez un malade de réanimation intubé, ventilé, sédaté, ne le fait plus. Et ça porte une charge en termes de morbidité qui est absolument phénoménale. Et on a vu quelque chose de très étonnant, c'est que les gens qui ont suivi les recommandations officielles avaient des taux de létalité pour le Covid qui étaient autour de 40%. C'est-à-dire 4 malades sur 10 qui rentraient en réanimation avec un Covid sévère et une atteinte respiratoire sévère mouraient. Par contre, dans les équipes qui ont fait comme d'habitude et qui n'ont pas respecté les recommandations, la létalité était entre 0 et 20%. Et ça, on a essayé de soulever cette question-là, de dire mais il se passe quelque chose, il faut qu'on en parle. Parce que des létalités tellement différentes, ça vient forcément de la façon dont on fait les choses. Et on n'a jamais pu ouvrir le dialogue.
Ça, moi, ça m'a mis en action et ça m'a décidé à dire, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Nous sommes en train de prendre en charge cette épidémie de manière complètement délirante sur cette question de l'intubation, mais pas seulement, sur la question de l'organisation des soins elle-même. Euh, J'avais participé à plusieurs reprises dans mon hôpital à l'amélioration de la qualité des soins, en tant que président de la commission qualité et sécurité des soins. Et donc j'étais très rodé à l'analyse des événements indésirables et à l'optimisation des process. En disant, mais chaque fois qu'il y a un truc qui beurre à l'hôpital, l'idée c'est d'aller chercher de manière systémique pourquoi ça a beurré. Un peu comme dans l'aviation civile, quand il y a un crash d'avion, on se contente pas de donner une tape sur les doigts du pilote, on essaie de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé. Il y a sûrement plein de facteurs qui ont contribué à ce que ça arrive. Si on veut que ça arrive plus, il faut qu'on les corrige tous. Et donc cette analyse systémique exercée à la gestion du Covid, elle montre des anomalies très très profondes dans la façon dont on a fait les choses, notamment le recrutement des malades et la façon dont on a mis les malades en réanimation d'emblée sans faire appel à la médecine de ville. C'est-à-dire qu'on a dit aux généralistes, vous n'avez pas le droit de vous occuper du Covid, c'est trop dangereux, c'est tellement transmissible, etc. Vous-même, vous risquez de mourir. Et peut-être vous vous souvenez que dans les médias, même on a montré des médecins qui mouraient, qui s'étaient occupés du Covid, générant une terreur au fond chez les médecins, tout en leur disant en plus vous n'avez aucune arme thérapeutique, de toute manière ça sert à rien que vous en occupiez parce qu'on ne peut rien faire, ça n'est pas curable. C'est pas vrai parce que nous en réanimation on arrivait à améliorer les choses simplement avec de l'oxygène, un médicament pas très cher qui marche très bien, hein, avec des anticoagulants, un médicament pas très cher qu'on connaît très bien et qui évitait toutes les anomalies thrombotiques, les caillots qui se formaient liés au caractère pro-inflammatoire et protombatique de Spike, l'agent pathogène du SARS-CoV-2, et grâce aux corticoïdes. Les corticoïdes, c'est le Cortencil, le Soluprède, des médicaments qu'on connaît hyper bien, donc on connaît parfaitement les effets secondaires, et qu'on sait manier en termes de dose. Rien que ces 3 médicaments-là, déjà ils étaient thérapeutiques, c'est-à-dire ils amènent une baisse de la mortalité, une baisse de la morbidité. Et donc je vous parle même pas là de l'hydroxychloroquine, d'ivermectine, de vitamine C, de vitamine D, de zinc. Déjà là, il y avait des traitements. Mais d'emblée, on nous a dit ces traitements n'existent pas. Par contre, on avait le droit de chercher sur des choses étranges. Vous avez le droit de donner des anti-IL1, des anti-IL6. Moi, j'ai participé à publier une étude sur le Kineret, qui est un anti-IL1. Ce sont des médicaments très chers, un peu baroques, qu'on maîtrise pas très bien. Ça, on avait le droit de chercher là-dessus. Par contre, on n'avait pas le droit de chercher sur l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui a été donné à millions de doses. Tous les gens qui allaient en Afrique en prenaient contre le palu. Tous les gens qui sont suivis pour des lupus et des maladies auto-immunes de ce type-là en prennent sous la forme de plaquenil. Donc c'est un médicament qu'on connaît archi bien, y compris sur ses effets secondaires, les doses toxiques, etc. Là, on n'avait même pas les généralistes n'avaient pas le droit d'en prescrire. Ça a été très très étonnant et ça a abouti à la création d'un collectif qui s'appelait Laissons les médecins prescrire. Et puis rapidement, il y a eu plein de collectifs qui se sont mis ensemble, et notamment Réinfo Covid, qui a essayé de mettre en place, de mettre ensemble des citoyens, des chercheurs, des universitaires, des médecins, pour essayer de comprendre ce qui se passait, simplement dire mais on comprend rien, quoi. Dans le bruit de fond dans lequel on est pris, dans l'urgence dans laquelle on est pris, dans le martelage de la peur, on comprend rien. Et en même temps qu'on nous dit c'est très grave, vous allez tous mourir, on peut rien faire, on nous mettait un 4e élément corrélé à ça. Comme dans une séquence hypnotique de ce qu'on appelle le Yes Set, séquence d'acquiescement. C'est-à-dire, on crée un effet d'entraînement où ton cerveau va dire oui. T'es assis sur la chaise, oui. T'as des écouteurs sur les oreilles, oui. Je suis filmé, oui. Et tout va bien. Ça, c'est pas sûr. Peut-être t'es malade, peut-être tu vas... Non mais, par effet d'entraînement, ton cerveau va répondre oui, oui, oui. Le Covid est très grave. Je sais pas, mais oui, sûrement, puisqu'on nous enferme chez nous, etc. Puis on nous montre à la télé des gens qui tombent par terre en Chine et qui morts. On nous dit que ça va très très vite. On nous montre des gens en réanimation, intubés, ventilés. On est obligé de les transférer par train, TGV, tellement les réas sont remplis, etc. Donc déjà là, il y a un premier mensonge. Ça, c'était faux. Les données de la TIH, l'Agence technique pour l'information hospitalière, montrent que le Covid a représenté moins de 2% des hospitalisations en 2020 et moins de 5% des hospitalisations en réanimation. C'est-à-dire, si on nous a dit c'est le Covid qui a saturé l'hôpital pendant l'année 2020, c'est juste pas vrai, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence technique pour l'information hospitalière, qui est une structure institutionnelle tout à fait officielle, qui dit non, c'est moins de 5% des hospitalisations.
Dans le même temps qu'on nous a dit c'est saturé, etc. Bah non, la plupart des réanimations du privé et même de réanimation de CHR n'ont pas participé à l'effort de guerre du Covid. Dans le même temps qu'on nous a dit c'est un effort de guerre, nous sommes en guerre, tout le monde s'en souvient. On nous a dit vous n'avez pas d'armes et vous n'avez pas le droit de vous en servir. En France, ça a été l'hydroxychloroquine, mais aux États-Unis, ça a été l'ivermectine. Euh, il y avait plein d'autres thérapeutiques potentielles. Enfin voilà, je veux pas me perdre sur le Covid, simplement pour te dire, globalement, la distance entre le réel de ce que je vivais et ce qui était raconté m'a mis en action pour essayer de mieux comprendre. Et pour mieux comprendre, ce que j'ai fait, c'est appeler à l'aide. Et dire, il faut que je réunisse des gens autour de moi, qu'on se réunisse ensemble pour essayer de comprendre. Donc, il y a plein de chercheurs, d'universitaires, ça m'a permis de rencontrer tout plein de gens passionnants pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et ce qu'on a compris, c'est que globalement, si jamais il y avait un traitement pour cette épidémie, ça venait mettre des bâtons dans les roues à un business très très juteux potentiel de la vaccination. Pourquoi ? Parce pour mettre en place une vaccination en urgence, au niveau réglementaire, dans tous les pays occidentaux, il y a la nécessité de faire ce qu'on appelle une AMM conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Conditionnelle, ça veut dire quoi ? Conditionnelle au fait que c'est urgent, qu'on n'a pas de traitement, que les traitements putatifs qu'on va proposer sont supérieurs à plus de 50%, etc. Donc, faut imaginer que, en gros, on va faire une procédure dégradée d'autorisation de médicaments au motif de la gravité, de l'urgence, de l'absence de recours. Ça peut se comprendre, Donc le process, il existe déjà. Si jamais il y avait eu un traitement, si jamais c'était pas très grave, si jamais le traitement proposé, la vaccination, était pas très efficace, on n'aurait pas eu le droit de faire ça. Et là, il aurait fallu faire une AMM réelle. Et les AMM réelles, c'est pas le même niveau d'exigence. Parce qu'il faut des études de génotoxicité, des études d'oncotoxicité, etc., d'oncogénécité. Il n'y a pas eu ces études-là qui ont été faites sur cette AMM conditionnelle. C'est une procédure accélérée qui a été faite, permettant de mettre en place une thérapeutique qui avait jamais été utilisée jusqu'ici, dans cette indication-là, c'est-à-dire des ARN messagers, et de la mettre sur le marché pour 7 milliards de gens sur la Terre. Ça, c'est très choquant. Et là, pour moi, ça a été un des grands chocs que j'ai eu, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe en termes de réglementation de médicaments ? On est en train de faire voler en éclats toutes les digues habituelles qu'on a. Je suis pas le seul à avoir dit, quelqu'un qui s'appelle Christine Coton, qui a beaucoup travaillé qui est biostatisticienne, spécialiste du développement des médicaments et notamment justement des impératifs réglementaires en termes de recherche biostatistique, qui a montré que les études de Pfizer, mais pas seulement, de Moderna et des autres, ont toutes été grevées d'erreurs méthodologiques, voire de fraudes méthodologiques absolument majeures. Et peut-être vous vous souvenez de quelque chose qui est appelé le Ventavia Gate, qui est que Pfizer a sous-traité une partie du développement du médicament en termes d'études de recherche clinique à des sous-traitants, quoi. Mais ces sous-traitants, il y a eu des lanceurs d'alerte au sein de ces entreprises qui ont dit notre façon de faire est pas juste, on recueille pas les données comme il faut, il n'y a pas d'appel systématique aux patients. Les patients qui reçoivent les vaccins ont du paracétamol systématiquement, mais un de nos critères pour dire que ça marche, c'est est-ce qu'il y a de la fièvre ou pas. Et donc plein de petites choses comme ça, il faudrait expliquer en détail, et Christine Coton l'a très bien fait, qui font que les résultats qui ont été proposés par l'industrie sur ces vaccins étaient faux ou en tout cas largement douteux. Et que les effets d'annonce consistant à dire le vaccin est efficace à 90%, en gros ne voulaient rien dire. C'était des annonces marketing dont on a vu qu'elles faisaient bouger les cours boursiers de Pfizer, de Moderna de manière très importante, et qui ont été reprises par les structures institutionnelles comme le ministre de la Santé, la Direction générale de la Santé, les agences régionales de santé, les directions hospitalières, sans aucune critique réellement sérieuse, scientifique. Ça, pour moi, ça a été très très choquant, c'est de découvrir que nos tutelles institutionnelles ne faisaient pas les choses avec rigueur. Et en gros, étaient prêts à mettre sur le marché un médicament dont on ne savait rien, au motif de la panique. Attendez, je vous dis qu'on savait rien de ce médicament. On savait pas rien du tout. On savait tout ce qui allait se passer. Tous les effets secondaires que vous voyez là. Thrombose, myocardite, péricardite, troubles de la fertilité, troubles des règles, troubles de la spermatogénèse chez les hommes, oncogénicité, c'est-à-dire le fait de créer des cancers potentiellement. Le trouble neurologique et neurodégénératif, maladie de Charcot, maladie de Parkinson, Creutzfeldt-Jacobs, etc. Tout ça, on savait déjà que potentiellement ça allait arriver. Pourquoi ? Parce que
la proposition vaccinale a été d'avoir comme antigène Spike. Et ça, c'est un élément majeur. Le pathogène dans le SARS-CoV-2, c'est quoi? C'est Spike. Qu'est-ce qui rend malade? Quelle est la toxine? C'est la protéine Spike. C'est la protéine de pointe qu'on voit sur les représentations du virus. C'est ce truc qui dépasse, vous savez, de la boule. Cette protéine de pointe, elle a une action pro-thrombotique, c'est-à-dire qu'elle favorise les caillots, pro-inflammatoire, elle favorise l'inflammation. Elle fait dégénérer l'immunité, elle dégrade l'immunité, c'est-à-dire nos propres défenses immunitaires. Et en plus, elle a une action pro-amyloïdogène, c'est-à-dire que elle va favoriser elle va avoir du mal à être dégradée complètement, et elle va faire des sortes de petites fibrilles qui vont s'agglomérer les unes aux autres et faire comme des déchets qu'on n'arrive pas à métaboliser et à faire sortir par nos émonctoires naturels. Et donc, ils vont s'accumuler. Ces déchets amyloïdes, ils vont s'accumuler dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie, dans le poumon, dans les reins, et faire à chaque endroit des maladies différentes. Voilà, on pourrait développer là-dessus si vous avez envie, mais en gros, ça veut dire que tous les effets secondaires qui allaient suivre cette vaccination, on les connaissait quasiment dès le départ. Si on les connaissait dès le départ, on savait que ça allait arriver fatalement, peu importe le degré dont on savait que ça allait arriver, pourquoi est-ce qu'on disait aux gens que c'était sûr? Le terme sûr et efficace est probablement connexe à l'ensemble d'une campagne médiatique qui a été entreprise, qui s'est appelée Trust Science. Peut-être ça vous dit quelque chose. On sait que la compagnie Hill & Knowlton, qui est une compagnie de lobbyisme, c'est-à-dire qui est en charge d'essayer de faire advenir des lois à Bruxelles ou des choses comme ça, et qui vend ses services à des entreprises, a passé un contrat avec Pfizer pour développer l'idée qu'il fallait trust in science, croire en la science. La science, c'est l'inverse, vous ne croyez pas. Par définition, la science, c'est le doute. Croire, c'est l'apanage de la religion, c'est l'apanage de ce que vous voulez, mais ça n'est pas la science. Donc il y avait comme un oxymore, une antithèse. Il faut croire en la science. Et il y a un contrat qui a été passé à millions de dollars pour aller faire des campagnes médiatiques partout, avec les mêmes éléments de langage repris par toutes les tutelles institutionnelles, où vous avez entendu Ursula von der Leyen, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, le ministre de la Santé français, le ministre de la Santé machin, Jacinda Ardern en Australie, tous ces gens-là redire exactement les mêmes mots. You should trust science. It's safe and effective. C'est sûr et efficace. C'est sûr et efficace. Sûr et efficace, on vous l'a tellement répété, d'une manière tellement brutale, que ça s'apparente à la propagande de Goebbels. Joseph Goebbels, dans l'Allemagne nazie, c'est celui qui invente cette idée de répéter des messages, soit anxiogènes, soit très rassurants, de manière complètement simpliste, à outrance, jusqu'à ce que votre cerveau en soit saturé. Le cerveau des gens a été saturé de c'est sûr et efficace. Si vous repreniez simplement les études Princeps du plan de développement des médicaments, les premières études où on nous dit c'est sûr et efficace à 90%, les personnes âgées de plus de 75 ans, pas d'efficacité démontrée, voire même l'inverse. Les gens porteurs de handicap, de comorbidité, obésité, hypertension, diabète, les gens à risque pour le Covid, pas testés. Les femmes enceintes exclues de l'étude. Les enfants, non testés. Les formes graves, non testées. La mort, non testée. Qu'est-ce qui est testé? Les formes mild to severe, les formes modérées. Et sur ces formes modérées, ces études, qui sont grevées de très nombreux biais, montrent qu'il y aurait une efficacité relative à 90%. Attendez, c'est quoi relative et absolue? Absolue, ça veut dire j'ai une efficacité de 50%. On va dire ça autrement. L'efficacité relative, c'est que je vais faire baisser de 90% chez les gens qui auraient la maladie. Mais sur une maladie qui déjà ne touche qu'une personne sur... pas beaucoup. Ça fait combien en absolu? En fait, vous en avez jamais rien su. Ça, la Haute Autorité de Santé, les agences régionales du médicament, de santé en France, avaient déjà dit, vous n'avez pas le droit de communiquer de cette manière-là sur les médicaments. Parce que c'est trompeur. Vous avez dire qu'il y a 50% d'efficacité, alors qu'en termes d'efficacité absolue, c'est-à-dire combien réellement vous avez évité
de maladies modérées, combien c'est? Une sur 100, une sur 200, une sur 1000? Parce que si c'est une sur 1000, c'est-à-dire vous allez vacciner 1000 personnes pour qu'il y en ait peut-être une qui évite d'avoir une forme modérée du Covid. Ah, dans ce cas-là, ce serait pas le même engouement collectif, vous êtes d'accord? Que si on leur dit, ouais, il y a une efficacité à 90%. Ouais, effectivement, il n'y a pas le même engouement collectif. Et il faut comprendre qu'une vaccination, c'est quelque chose qui normalement s'adresse à une population saine. C'est-à-dire que vous essayez d'éviter une maladie à des gens qui vont bien. Donc il faut que l'impact de la vaccination soit beaucoup plus faible que l'impact de la maladie. Mais l'impact de la maladie, on le reprend. La létalité, la gravité. 0,0095% de létalité chez les moins de 75 ans. Ça veut dire, c'est déjà une maladie qui tue, le SARS-CoV-2 en 2020, c'est une maladie qui tuait moins que les grippes saisonnières habituelles. Donc la gravité elle-même est très faible. Donc ça veut dire que la sécurité de la vaccination doit être optimale. Il faut vraiment que vous ayez aucun effet secondaire. Si vous voulez éviter quelques petits désagréments. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont morts du Covid, attention, et que c'est très triste, et qu'on peut avoir toute la peine du monde pour les familles qui ont perdu des gens, bien sûr. Je veux surtout pas nier ça. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit très sûr. Donc vous avez un niveau de sécurité qui doit être optimal. Ce niveau de sécurité, il n'est pas respecté pour deux raisons. D'abord, la qualité du produit. Le produit vaccinal à ARN messager, comme on l'a dit, est quelque chose d'innovant, peut-être intéressant dans certaines maladies orphelines, etc., mais sûrement pas quelque chose qui s'adresserait au grand public tout venant en bonne santé. Et qui nécessite beaucoup de précautions dans la façon dont il est développé. Dans les éléments qualité du produit, on s'aperçoit de quoi? Que Pfizer tolère que dans son produit, il y ait jusqu'à 50% de produits qui soient pas exactement conformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez un paracétamol 1000, c'est un paracétamol 1000, il y a des procédures qualité. Quand vous achetez un IPN pour tenir un mur, c'est un e-profil normalisé, il répond à des exigences réglementaires qui font que s'ils n'y répondent pas, vous le jetez. L'industrie peut pas le commercialiser sous ce nom-là, elle doit le jeter. Si vous faites un camembert qui est pas exactement conforme parce qu'il est comme ci, comme ça, il sera jeté. Si vous avez des poulets, des vaches qui sont pas exactement conformes au cahier des charges de l'Union européenne sur la sécurité sanitaire de vaches ou des poules, elles seront abattues. Et là, vous avez un médicament où jusqu'à 50% sont des formes non finalisées du produit. C'est très choquant. De même, le produit est une prodrogue, c'est-à-dire que ça n'est pas le produit final. L'ARN n'est pas le produit final qu'on cherche à avoir. Ce qu'on cherche à avoir, c'est la protéine spike dans le sang. Alors déjà, combien vous avez d'ARN dans les flacons? Il y a une variabilité qui est tolérée. Vous savez pas trop. Puis dans chaque flacon, il y a 5 doses. Donc chaque fois que l'infirmier ou le médecin prend une dose, il en prend un peu plus, un peu moins. En fait, vous savez pas combien vous recevez d'ARN. Une fois que cet ARN passe dans votre sang, parce qu'il ne reste pas dans le deltoïde, on vous a dit ça reste dans le deltoïde pendant 1 ou 2 jours, puis après c'est fini. Pas du tout. Ça passe dans tous les organes. Et y compris les ovaires, le cerveau, le rein, le foie, le poumon, le cœur. C'est pas moi qui l'invente, encore une fois. C'est des études de biodistribution et de pharmacocinétique. Et puis même des études d'anatomopathologie qui ont retrouvé de l'ARN vaccinal dans des ganglions tumoraux, dans des cancers, dans des lésions de myocardite. Donc ça veut dire que ça ne reste pas du tout dans le deltoïde, comme l'ont dit la plupart des tutelles institutionnelles et certains médecins de plateau télé. Ça passe partout. Et une fois que ça passe partout, l'enjeu c'est que ça aille dans vos cellules et que vos cellules se servent de cet ARN pour le transcrire et fabriquer une protéine qui est spike. Mais qui est pas exactement comme la spike. C'est-à-dire que c'est une spike modifiée. Déjà, c'est un ARN modifié, c'est-à-dire qu'il a une base qui est une méthylpseudouridine, plutôt qu'une uridine, qui fait qu'il dure plus longtemps dans la circulation. Donc quand on vous dit c'est dégradé en 48 heures ou en 1 semaine, c'est faux. Actuellement, on retrouve de l'ARN plus de 700 jours après la dernière injection chez certains patients. Quand on vous dit c'est la protéine spike comme celle du virus, c'est pas vrai, c'est une protéine spike modifiée, qui n'a pas exactement le même repliement, etc. Pareil pour l'ARN, il n'a pas exactement le même repliement spatial, peu importe pour les détails techniques, mais tout ça pour vous dire que la qualité du produit, déjà n'est pas au rendez-vous, que rien que sur cet item de la qualité, le produit ne devrait jamais avoir été sur le marché. Et il devrait déjà être retiré du marché.
Ensuite, sur l'efficacité, on en a parlé. On n'est pas à 90% d'efficacité. On est actuellement à des efficacités négatives sur les variants actuels. Hélène Banoun vous l'a dit, mais dès le départ, on savait que le SARS-CoV-2 fait partie de la famille des coronaviridés, qui sont des virus qui mutent et qui varient énormément. C'est-à-dire qu'on a une variabilité génétique au fur et à mesure du temps qui fait exploser, vous avez entendu le mot variant alpha, variant delta, variant omicron, variant machin. Et puis maintenant, vous avez des centaines et des milliers de variants. C'est quoi l'efficacité du premier vaccin sur le Xème variant? On n'en sait rien. Et il y a des gens qui démontrent qu'elle est négative. C'est-à-dire que ça rend plus malade. Donc, ça, en termes d'efficacité, ça ne marche pas. Et si jamais ça avait marché, ça n'a pas été démontré sur les formes graves, les personnes âgées. Les quelques études qui vous disent, et c'est l'argument que vous entendrez tout le temps, mais quand même, ça a sauvé des millions de vies. Donc oui, il y a eu cette, vous interrogerez les gens de Waymonde Cycle, hein, mais cette phrase qui a été dite au Sénat par un sénateur dans une audition parlementaire de l'association Waymonde Cycle qui s'intéresse aux troubles du cycle menstruel après les vaccinations anti-Covid, où la personne a dit « Oui, mais enfin quand même, on a sauvé des millions de vies, ça vaut bien de perdre quelques utérus. » Donc, déjà, c'est assez maladroit quand on s'adresse à quelqu'un qui a eu une hystérectomie, c'est-à-dire qui n'aura pas d'enfant, qui a plus d'utérus, etc., après un saignement suite à une vaccination qui était censée le protéger d'une maladie et qui finalement l'a rendu malade. Mais bon, au-delà de cette maladresse humaine dans la relation, on pourrait dire c'est quelque part une tentative d'essayer d'évaluer le bénéfice et le risque, la balance des bénéfices et des risques. La balance des bénéfices et des risques est négative, elle est calculable, et elle est négative avec ces vaccins. Chez les jeunes, c'est certain, chez les jeunes hommes, pour toutes les histoires de myocardite, chez les jeunes femmes, pour toutes les histoires de troubles du cycle menstruel, de troubles de fécondité, etc., c'est évidemment, et de thrombose, c'est évidemment pas bon. Et puis, j'en étais à cette histoire de sécurité, enfin pardon, d'efficacité. Comme je vous l'ai dit, ça, on n'a pas étudié au départ sur les formes graves, etc. Et c'est que des études rétrospectives qui ont essayé de dire sur certaines séries, oui, nous avons épargné des millions de morts du Covid. Mais sur quoi elles se basent? Se basent sur les morts qu'il y aurait dû y avoir selon les projections de l'Imperial College. L'Imperial College, peut-être vous avez mémoire, que ce sont ces gens en Angleterre qui ont fait des projections sur le nombre de morts qu'il y aurait du Covid. Et qui ont fait des projections absolument alarmistes en disant qu'on allait avoir des milliards de morts et que la planète entière allait se trouver désertée, que c'était la peste, qu'on aurait des crécelles dans les rues avec des charrois, qu'on serait obligé de faire des bûchers au milieu des villes pour brûler les morts. C'est pas ça qui s'est passé, hein. C'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire, les projections de l'Imperial College sont complètement fantaisistes, sont délirantes en termes de biostatistiques et de mathématiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On compare ce qui s'est passé pour de vrai et ce qu'il y aurait dû y avoir comme mort avec l'Imperial College. Et on dit, tous les morts qu'il n'y a pas eu, c'est grâce à la vaccination. Attendez, non. C'est les projections qui étaient fausses. Bref, il y a de très nombreux autres biais qui font que ces études concluant au fait qu'on ait épargné des millions de morts grâce à ces vaccinations et que ça vaut bien quelques myocardites, quelques morts subites, quelques thromboses, quelques troubles du cycle menstruel, quelques cancers, en fait, ces études sont nulles et non avenues. Par contre, vous avez plus de 3000 publications actuellement, revues par les pairs, qui montrent les effets secondaires un par un, qui racontent les cas cliniques de gens qui développent des Creutzfeldt-Jacobs, qui développent des Parkinson, qui développent des maladies de Charcot, qui développent des cancers, qui développent des leucémies, des lymphomes, qui développent des thromboses multiples, des thromboses artérielles, y compris intracérébrales, des anomalies vasculaires avec des vascularites persistantes, qui développent des myocardites, des péricardites, avec certains qui font des morts subites, avec des troubles du rythme aigus, qui développent des déclins cognitifs, etc. Ça, vous avez 3000 articles qui vous montrent ça. C'est pas moi qui vous le dis, encore une fois. Vous avez des séries de pharmacovigilance passive qui sous-estiment à hauteur de 10 à 100% la réalité objective du nombre d'effets secondaires. Ces séries, elles s'appellent Eudravigilance en Europe, VAERS aux États-Unis, très étudiées par quelqu'un qui s'appelle Jessica Rose aux États-Unis, et qui montrent que il y a eu plus d'1 600 000 effets secondaires, et après on a cessé de compter en gros depuis 2 ans, on a cessé de les enregistrer, et que là-dedans il y a plus de 25% de graves. Et que ça, c'est plus que ce qu'il y a jamais eu sur tous les autres vaccins, dans toute l'histoire de tous les autres vaccins.
Ça devrait, à tout le moins, sonner la cloche, faire sonner le tocsin, dire ça devrait être un sujet de préoccupation. Il devrait y avoir une commission ministérielle qui s'occupe de ce sujet-là. Il devrait y avoir des experts indépendants qui soient nommés pour s'en occuper. Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne qui s'en occupe, vous n'en entendez pas parler. Les médecins sont dans le déni collectif. Mes collègues, quand ils tournent autour d'un cas clinique de quelqu'un de 25 ans qui fait des thromboses multiples intracérébrales et qui en meurt, cherchent toutes les maladies rares, tous les moutons à 5 pattes, et puis ils trouvent rien. Puis à la fin, ils se tournent vers un de mes amis qui, lui, est au courant que ça peut exister avec les vaccins. Puis il le regarde, ils disent « Qu'est-ce que t'en penses ?» Puis il leur répond « Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense ?» Et là, ils font « Non, c'est bon, on passe à quelqu'un d'autre. » Ça veut dire que tous ses collègues, ils savent, mais ils veulent pas savoir. C'est dramatique parce que pendant ce temps, se créent des associations de patients, et ça aussi, c'est un signe très fort. Quand des jeunes femmes vont militer devant le Sénat pour faire entendre qu'elles ont du trouble du cycle menstruel, c'est pas par plaisir, hein. Faut comprendre que ça nécessite un effort très important et qu'aucun citoyen ne fait aucun effort sur rien. Donc si ces gens-là font cet effort-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un loup, il y a anguille sous roche. Où est mon cycle? Les désenfantés, les personnes navigant libres, les personnes navigant aériens, Viac 19 avec Dominique Bodino, Verity France, à Victime, tous les autres collectifs pour les acouphènes, etc. Vous avez des dizaines de collectifs de victimes d'effets secondaires. Les cœurs brisés, etc., j'en oublie. Nous avons été obligés de créer, et notamment 2 personnes formidables avec toute une équipe, une hotline, un téléphone, un numéro vert, gratuit, pour que les gens puissent appeler et parler de leurs effets secondaires. Et ce que rapportent tous ces gens qui appellent, c'est que quand ils vont voir leur médecin, on leur dit ça n'existe pas. Quand ils en parlent à leur famille, ils disent « Non, mais c'est dans ta tête, de toute manière, t'es anti-vax. » Je suis anti-vax, je me suis vacciné contre le Covid-19. De quoi vous parlez? Et on en revient à cette histoire de déni collectif, de tabou. Comme dans les histoires d'inceste dans les familles. Tout le monde sait que l'oncle machin a violé machin, mais personne n'en parle. Parce que si on en parlait, ça ferait voler en éclats toute la famille. Si on parlait des vaccins anti-Covid, peut-être ça remettrait en question plus largement les vaccinations de l'enfant, et ça obligerait les médecins à se dire « Tiens, peut-être que j'en sais aussi peu sur les vaccinations de l'enfant que sur la vaccination anti-Covid. Peut-être que la propagande qui a été mise en place pour me laver le cerveau, pour me dire que c'est sûr et efficace, c'est peut-être la même que celle qu'on me donne chaque année sur la rougeole, la grippe, peut-être sur d'autres vaccinations pour des virus gynécologiques comme le Gardasil. Ça, c'est très douloureux, parce que ça veut dire petit à petit, toute la structure institutionnelle en laquelle j'avais confiance par défaut, au fond, est l'objet d'une corruption systémique massive, où les laboratoires pharmaceutiques et les firmes de la data sont ensemble pour, en fait, contrôler la prescription des médecins et les décisions des agences institutionnelles, gouvernementales, en charge de mettre sur le marché les produits. Sur cette corruption institutionnelle, il y a beaucoup à dire, hein, à la fois sur les publications scientifiques et sur les autorisations mises sur le marché. Mais vous pouvez peut-être aller creuser par vous-même et vous rendre compte que la directrice de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, était anciennement la présidente du lobby des industries du médicament à Bruxelles. Les jeunes diraient what the fuck. Mais et on en est là si vous voulez. Donc c'est très très douloureux et donc je comprends cette problématique du déni. J'aimerais dire un mot de quelque chose sur la pharmacovigilance. On a dit que c'était une pharmacovigilance passive, qu'il n'y avait pas de mécanisme de pharmacovigilance active. Et par ailleurs, c'est très compliqué de déclarer un effet secondaire pour un médecin ou un professionnel de santé. Ça n'est pas valorisé économiquement, ça n'est pas un acte. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire j'ai passé 2 heures dans mon cabinet à remplir le truc et je code tant. Non, ça marche pas. Par contre, vacciner, ça c'était un acte. Et là, vous pouviez coter. Et même vous aviez en sus des valorisations de votre acte. Et notamment pour les généralistes, mais pour d'autres.
La vaccination a été très bien valorisée, la vaccination anti-Covid, à tel point que certains se sont spécialisés quasiment dans le fait de faire de la vaccination anti-Covid pendant plusieurs mois, parce que ça leur a permis de payer la nouvelle véranda ou je ne sais quoi d'autre dans leur maison en travaux. Euh, donc à la fois ça rapporte pas d'argent, ça consomme beaucoup de temps. Normalement, c'est un impératif déontologique, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc. seraient obligés de le faire si ils ont un doute. C'est-à-dire, on leur demande pas d'être sûr. On leur demande pas de dire t'es sûr que c'est un effet secondaire lié à la vaccination. On leur demande de dire là il y a un loup, c'est bizarre. 5 jours après avoir été vacciné contre le Covid, boum, thrombose ou myocardite, essoufflement. Tiens, c'est bizarre. Et on passe la main, on remplit le dossier et on passe la main au CRPV, les centres régionaux de pharmacovigilance, qui eux sont en charge de se rendre compte si oui ou non il y a un lien, une imputabilité entre l'effet secondaire, enfin l'événement clinique et le médicament. Actuellement, cette déclaration, elle n'est pas faite. À tel point qu'une association a dû se créer, et je les salue, il s'appelle Solidekla, Solidekla, qui aide les victimes d'effets secondaires à déclarer. Parfois, ça leur prend plus de 3 semaines. Ils le font de manière bénévole pour un dossier. Vous vous rendez compte ? Ensuite, une fois que ça arrive au CRPV, ça rentre dans la grande machinerie de la pharmacovigilance. Mais la pharmacovigilance, comment ça marche ? Le principe de base, qu'on appelle la méthode BEGO, du nom de la personne qui l'a inventée, c'est ce qu'on appelle challenge, déchallenge, rechallenge. Challenge, vous mettez un médicament, il se passe quelque chose. Bon. Déchallenge, vous enlevez le médicament, ça ne se passe plus. Mais attendez, si je meurs, ça peut se dépasser, se déchallenge ? Non. Ah, la mort ne rentrera jamais dans la méthode BEGO. Ah, c'est intéressant ça. La mort n'est pas imputable ? Ben non, d'après la méthode, non. Mais la vaccination, une fois que vous l'avez mis challenge, vous pouvez la déchallenger, l'enlever ? Non. Donc ça marche pas. Puis re-challenge. Allez, vous refaites un coup. Vous voyez si ça marche. Bah, il y a des fois, on l'a vu. Les thrombopénies auto-immunes induites par la vaccination anti-Covid. Il y a plus de plaquettes au dosage des plaquettes. Les gens font des pétéchis, des petites taches rouges un peu partout, ils se mettent à saigner, à pisser le sang d'un peu partout. Bon, on dit ça a l'air challenge. On attend, ça rentre plus ou moins dans l'ordre, et puis on les revaccine. Et puis on revoit qu'ils le refont de manière encore plus grave. Et là, on a joué à ça pendant la vaccination anti-Covid. Les gens font des myocardites, puis on leur dit non, vous n'avez pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination anti-Covid. Et donc on le refait, et ils refont le myocardite. Et pour certains, ils en meurent. Ou ils ont un impact sur leur espérance de vie de manière très importante. Pour moi, cette histoire de vaccination anti-Covid, c'est le plus gros scandale sanitaire des 75 dernières années. Et on n'a pas fini de l'explorer. C'est proprement hallucinant que ça ait pu se passer dans nos pays. Et ça vient nous questionner sur toutes nos structures institutionnelles. C'est très douloureux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que dès qu'on parle de ce sujet-là, les gens, quand c'est des collègues, ils commencent par regarder leur montre. Et très vite, ils vont « je suis un peu pressé, excuse-moi, je dois y aller ». Alors, à tel point que maintenant, avant de discuter de ce sujet-là avec eux, je leur dis « peut-être t'es un peu pressé, la plupart des gens qui discutent avec moi, ils regardent leur montre au bout de 5 minutes. » Alors, ils peuvent pas le faire. Donc, ils se retrouvent coincés et ils sont obligés de discuter avec moi. Mais ça veut dire que si on veut en rediscuter de manière institutionnelle, et avec nos collègues, nos familles, nos amis, il va falloir qu'on réouvre la possibilité de se parler. Et pour ça, il y a besoin de ratifier un certain nombre de points. Le premier point qu'on pourrait ratifier, c'est de dire l'immense majorité des gens qui ont reçu ces produits va bien. Et ira bien. C'est mon espoir. Je veux dire, je suis pas Madame Irma, mais j'ai bon espoir que l'immense majorité des gens ira bien. Pour autant, ce sont des produits insuffisamment qualitatifs, inefficaces, toxiques, qui doivent être retirés en urgence du marché et qui n'auraient jamais dû recevoir les autorisations pour être mis sur le marché. Il va falloir faire accepter cette antithèse aux gens. De dire, c'est pas parce que vous l'avez reçu que vous allez mourir. Parce que la plupart du temps, dès que vous vous mettez à parler d'effets secondaires, ils projettent, ils se disent « mince, mais moi je suis vacciné, si ça se trouve, je vais avoir même un effet nocebo de t'écouter me parler de tout ça. » Et c'est pas faux, peut-être qu'ils auront un effet nocebo. Et donc, commencer par rassurer tout le monde et dire ça va bien se passer, et pourtant il faut en parler.
Aujourd'hui, il y a des manifestations dans les rues où les gens brandissent les visages des victimes pour arriver à essayer d'ouvrir le cœur et le cerveau des gens en face. Pendant de très nombreux mois, ces cortèges, avec ces portraits, se faisaient agresser par certaines personnes dans la rue. On a des vidéos qui montrent certaines personnes qui jettent les banderoles de manière, en les déchirant, ils les jettent dans les poubelles en disant c'est pas vrai, vous êtes des antivax, etc. Des réactions complètement émotionnelles. Où on sent que ça vient les chercher très profond. Ils sont pas en train de faire quelque chose de rationnel là. Ils sont en train de péter un câble. Parce que ça leur fait peur. Et ils veulent pas avoir encore plus peur que ce qu'ils ont déjà. Ça peut se comprendre. On va faire une grande douceur sur ce sujet-là pour arriver à le redresser. Mon espoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, comme vous êtes en train de le faire, et que la médecine s'intéresse à une maladie, elle trouve des solutions. Et il n'y a pas beaucoup de maladies où quand on s'y intéresse vraiment, on trouve rien. On trouve toujours quelque chose à faire. Et ça, peut-être un message que je pourrais donner à ceux qui sont victimes d'effets secondaires. C'est que plus vous en parlez, plus vous ouvrez le sujet, plus vous vous embêtez à aller voir, revoir et re-revoir encore des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des infirmiers, des aides-soignants, des gens dans les ministères, plus petit à petit ça va devenir un sujet intéressant. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de biomarqueurs pour faire le diagnostic de manière claire de ceux qui ont des syndromes post-vaccinaux, qui ne rentrent pas dans les cases habituelles. Je vais dire ça autrement, il y a un certain nombre de gens qui font des effets secondaires, on peut dire c'est une thrombose, c'est un AVC, ok, ça rentre dans des cases de maladies qu'on connaît déjà. C'est juste qu'il faut aller chercher un cran plus loin pour dire c'est un AVC lié au vaccin. Souvent on s'arrête à AVC, on s'arrête à myocardite, on s'arrête à infarctus. Puis on se dit pas tiens je vais aller chercher un cran plus loin pour voir mais pourquoi. Pour aller chercher un cran plus loin et savoir pourquoi, il faudrait être capable de mettre en évidence qu'il ça ait un lien avec le vaccin. Comme je vous l'ai dit, toutes les méthodes de pharmacovigilance, elles sont là pour justement que la cloche ne sonne pas, qu'on ne puisse pas mettre en place une imputabilité. Comme si toute la pharmacovigilance avait été conçue pour protéger d'abord l'industrie, avant de protéger les patients. Ça, c'est un vrai problème. Parce que normalement, le doute dans une société qui va bien, il profite à qui? Il profite à Pfizer ou il profite à monsieur machin qui a un effet secondaire? Pour le moment, le doute profite à Pfizer. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire un lien plus proche? On essaie de trouver des biomarqueurs. Biomarqueurs, c'est quoi? C'est quelque chose que vous dosez dans le sang, quelque chose que vous dosez dans les urines, et qui vous dit, tiens, ouais, ça a l'air d'être ça. Par exemple, un biomarqueur du diabète, c'est d'avoir le sucre qui est très haut dans le sang, la glycémie. Un biomarqueur de l'infarctus, c'est la troponine qu'on dose dans le sang. C'est une enzyme qui est fabriquée, qui est dans les cellules cardiaques, et quand les cellules cardiaques meurent, c'est relargué dans le sang. Donc les gens qui ont une troponine haute, c'est un biomarqueur du fait qu'ils sont en train de faire un infarctus. Ce serait quoi le biomarqueur de gens qui seraient en train de faire un effet secondaire? Certains proposent de doser l'ARN de Spike dans le sang ou dans les tissus, l'ARN vaccinal, ou de doser la protéine Spike elle-même. Parce que si on trouve qu'il y a une Spike au taquet, peut-être que ouais, ça va renforcer notre idée qu'il y a un lien. Si on la trouve pas, peut-être que c'est autre chose lié au vaccin, un mécanisme auto-immun ou immunoallergique. Mais voilà. Donc ça, à mon avis, il y a un large espoir dans la diffusion de ces possibilités-là. Et en plus, peut-être que ce serait une logique gagnant-gagnant. Imaginez que vous êtes une entreprise qui développe des biotech. Je vous dis, vous avez un marché potentiel de 7 milliards de gens qui se sont fait vacciner et qui auront tous envie de se faire doser leur spike dans le sang. Ah oui, je vais développer ça, ouais. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on crée là, qu'on ouvre comme brèche. Dire, allez, soyons gagnants-gagnants. Et puis l'autre élément, c'est on s'est fait avoir une fois. Maintenant, il faut qu'on on se laisse plus avoir sur plein d'autres sujets. Donc on a créé les Enfants d'Hippocrate. Les Enfants d'Hippocrate, c'est une association pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Ça reprend le slogan. Sous-entendu, on va dézinguer toutes les thérapeutiques de merde et toxiques. Et là, il y en a pour une vie entière de travail. Tellement il y en a. Je n'ai pas besoin de poser des questions, tu enchaînes les sujets, j'adore. Super intéressant. Franchement, sur une note avenir futur positif, comment tu verrais la médecine de demain? Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Tu as donné des pistes. Et qu'est-ce que ce serait demain une médecine
Sûr et efficace. Je suis pas sûr qu'elle soit jamais sûre et efficace parce que la médecine, pour moi, doit rester un art, c'est-à-dire une sorte d'artisanat construit à mesure entre, des soignants, un ou des soignants et quelqu'un qui est malade. Et où les soignants essayent d'accompagner quelqu'un sur son chemin de guérison. Lui imposent pas: «C'est comme ça et pas autrement, il y a tel protocole, tu dois faire comme ça». Probablement que pour un cancer du sein, il y a plein de façons de soigner le cancer du sein. Pourtant, il y a un protocole. Radio, chimio, et cetera. Hem et hormonothérapie et chirurgie. Et que peut-être, une partie de la médecine du futur, c'est justement d'arriver à trouver cette médecine un peu individualisée quelque part, qui accompagne le patient dans sa spécificité en faisant appel à plein de compétences différentes, qui sont pas forcément les compétences habituelles, qui nous paraissent les plus importantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qui nous paraît le plus important, habituellement, c'est, les médicaments, les choses comme ça, mais et la place pour, l'activité physique, pour l'alimentation, pour, les, l'accompagnement psychologique, pour le lien social. Il y a déjà des gens qui sont en train de faire ça, en oncologie, en périnatalité, qui essayent de complexifier les prises en charge plutôt que de les simplifier. C'est-à-dire de rajouter de mettre des choses qui sont, qui abordent plein de dimensions différentes de ce qui pourrait rendre la personne malade. Ça, je pense que c'est vraiment une piste très intéressante. Pour autant, on est dans un moment où notre, système de santé est en train de s'effondrer de manière volontaire. Je dis de manière volontaire parce que la formation des médecins, le recrutement du nombre de médecins, la fermeture des lits hospitaliers, et cetera, volontairement crée les conditions d'une attrition progressive du système de santé. C'est-à-dire que petit à petit, vous n'avez même plus de recours. Vous voulez trouver un médecin ou quelque chose près de chez vous, vous êtes dans la moitié de la France aujourd'hui, quand vous cherchez, vous en trouvez pas. Ou il n'y a pas de rendez-vous avant 6 mois ou 1 an et demi. Ça, c'est une attrition, c'est-à-dire une perte de disponibilité des ressources. Et pourquoi elle est volontaire? Parce que elle crée les conditions de survenue d'une médecine de la data. Qu'est-ce que c'est qu'une médecine de la data? C'est une médecine où, au fond, c'est plus un médecin généraliste dans son bureau qui vous reçoit en consultation, dans un colloque singulier. C'est une application, mypersonaldoctor.com, qui va vous être près de vous en permanence. Et là, c'est plus exactement les mêmes opérateurs. Il faut que vous détruisiez le crédit symbolique de notre médecine et de notre santé habituelle pour que puisse survenir cette nouvelle médecine-là dans laquelle les gens auront plus confiance. Le Covid est venu aussi détruire le crédit symbolique de notre système de santé, de nos médecins, et ça, c'est très triste et très dommage. Pour mettre en place petit à petit cette médecine de la data, faite d'applications, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, d'abonnements juteux et rentables. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je suis pas prospectiviste, c'est dit dans toutes les réunions sur la santé internationale, notamment une qui s'appelle le CHAM, dont le sous-titre est Inventing the Future of the Healthcare System, et qui est une réunion qui réunit le ministre de la Santé, le président de la République, le directeur de BlackRock, le président de Amazon, le président de Facebook, les chirurgiens de la Pitié-Salpêtrière, les infectiologues de Saint-Antoine, ou je sais quoi. Donc en gros, des personnalités ronflantes du monde de la santé et des personnalités du monde de la data, en disant le futur de la médecine, c'est l'intelligence artificielle et la santé connectée avec des objets connectés qui vous mesurent en permanence. Donc ça, c'est ce vers quoi on va. Puis moi, je vous ai dit ce vers quoi je pense qu'il faudrait tendre, qui est plutôt une médecine où on augmente la quantité d'humains plutôt que de la diminuer. Peut-être qu'on peut hybrider ces deux mondes-là. Laurent Alexandre, pour parler de la data et de l'intelligence artificielle, il avait cité un cas, enfin, un cas de diagnostic, dans lequel il y avait trois, trois, trois éléments différents. Il y avait le diagnostic fait par la machine seule, le diagnostic fait par l'homme seul et le diagnostic fait par l'homme et la machine. Et il avait constaté que le diagnostic fait par l'homme était le moins bon, le diagnostic fait par l'homme et la machine était au milieu, et le diagnostic fait par la machine seule était le meilleur. Comment on peut contrer des arguments comme ça qui tendent à, à- à nous convaincre que la machine, l'IA, aurait une capacité, en tout cas pour le diagnostic, meilleure que les professionnels? Ouais. C'est un très très vaste sujet qui va convoquer les outils de mesure
qu'on utilise pour jauger de la performance d'une intelligence artificielle, qui vont forcément être très focaux. Ça va être, hem, le pourcentage de reconnaissance d'une tumeur sur un cliché radiographique, par exemple, parce que l'IA est très utilisée en radiographie et en anatomopathologie, les gens qui regardent des lames, de cancer ou trucs comme ça, pour pas passer à côté d'une cellule tumorale, et cetera. Et aujourd'hui déjà sont largement mis en place, et très, très utilisés. Et effectivement, la tentation, c'est que petit à petit, il y ait plus d'humains dans la boucle. Déjà, il faut se souvenir d'une chose, c'est que ces IA sont nourries au départ par des humains. C'est-à-dire qu'elles ne font leur diagnostic qu'à partir de ce que les humains ont interprété. Et qu'ensuite, si elles se mettent à générer par elles-mêmes des réponses, elles peuvent sombrer dans la folie. On le voit avec ChatGPT, qui peut raconter n'importe quoi et vous dire que Louis XIV est né en 1112, si vous le poussez dans ses retranchements, hein. Et ça va être pareil pour les diagnostics de cancer. Si vous lui poussez en le re-questionnant X fois sur est-ce qu'il y a un petit bout de cellule tumorale, il va peut-être en trouver alors qu'il n'y en a pas ou que ça n'est pas cliniquement significatif. Donc il y a des gros problèmes, à mon avis, d'évaluation de la performance des intelligences artificielles et du service rendu digital. Pour autant, c'est déjà là, et je suis pas sûr. Pendant longtemps, j'ai été décroissant, très anti tous ces sujets-là. Actuellement, j'en suis rendu au stade que c'est un peu inéluctable, que c'est déjà là, que les générations plus jeunes que nous l'utilisent déjà de manière massive, que c'est presque leur langage au quotidien, et je crois qu'il va falloir s'en emparer. Je ne sais pas comment faire. C'est l'objet de très nombreuses discussions à laquelle je participe régulièrement. Là, tout de suite, je me hasarderai pas dans une réponse définitive, parce qu'en plus, les performances de l'intelligence artificielle sont vraiment galopantes en termes de qualité au fur et à mesure des années. On est surpris de mois en mois de la pertinence des réponses qu'elle donne. Et ça pose plein de questions sur mais qu'est-ce qui reste de l'homme? Qu'est-ce qui reste de l'humain dans tout ça? Ma conviction, c'est que la médecine, avant tout, c'est la rencontre d'humains. Et que ce qui soigne, avant tous les médicaments, avant tous les diagnostics, avant toutes les chirurgies, c'est d'abord de rencontrer quelqu'un. Ensuite, le reste, c'est de la technique. Voilà. Après, donc je pense que si jamais on guérit mieux de certaines choses grâce à l'intelligence artificielle, mais à très technique, peut-être qu'on déplacera simplement la question de la souffrance, sans la résoudre réellement. Est-ce que tu as des questions, Bénédicte? Moi, j'ai une question, justement. Vous parliez juste avant de la baisse du crédit médical chez les médecins. Moi, j'avais une question justement, un peu qui allait dans le sens de vos propos. Sur la déontologie, on a interrogé beaucoup de personnes, justement, avant d'arriver chez vous, qui nous disaient qu'elles avaient plus confiance dans la médecine, plus confiance auprès de leur médecin. Est-ce que vous sentez qu'il y a une baisse, entre guillemets, il y a une défiance qui augmente, et surtout par rapport à la déontologie médicale? Est-ce que vous pensez que, de manière générale, le métier de médecin a pris beaucoup de coups et a beaucoup subi? Alors, est-ce que le métier de médecin a pris beaucoup de coups et quelle est qu'est devenue la déontologie dans le monde moderne? Plusieurs éléments. Le premier, c'est ma réponse individuelle. Pendant tout le temps du Covid, et je vais le refaire là, je me suis présenté publiquement, dans la parole publique, en disant d'où je parlais. De quelle association j'étais le porte-parole ou autre. Donc moi, je suis le secrétaire général et un des porte-parole de l'association des enfants d'Hippocrate, qui milite pour faire discuter ensemble des gens des tutelles institutionnelles, des scientifiques, des chercheurs, des patients et des médecins pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Ça, voilà, c'est un premier conflit d'intérêts. Je reçois pas de financement, je suis bénévole, voilà. Je reçois aucun financement de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de la data ou du secteur assurantiel, et encore moins de l'industrie vaccinale. Je reçois pas d'argent d'aucun philanthro-capitaliste qui soutiendrait nos associations d'une manière ou d'une autre, ni de la part de l'État, ni quoi que ce soit. Ça, je pense que déjà ça, annoncer d'où on parle, c'est un premier élément de déontologie, et normalement, il est obligatoire de par la loi. Donc la loi est assez bien faite. Quand vous écoutez des gens parler publiquement, normalement, ils devraient annoncer ça systématiquement dans toutes les interviews qu'ils font. Ils le font pas. Ensuite, une autre partie de la déontologie, c'est de mettre à jour ses connaissances médicales et scientifiques
Il y a une obligation déontologique, c'est dans le code de santé publique et dans le code de déontologie des médecins, qui dit vous devez mettre à jour vos connaissances régulièrement. La plupart des médecins pendant le Covid n'ont pas eu le temps simplement, de par la rapidité de l'épidémie, l'immense quantité d'informations à disposition, et y compris de désinformation et de fausses informations mises en place par le gouvernement et les médias de grand chemin, et n'ont pas pris le temps d'aller chercher à l'intérieur de ce magma qu'est-ce qui pouvait être vrai. Et ça devient de plus en plus difficile, parce que tout est faux. Marcia Engel, qui était la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, avait dit plus de 50% de ce qui est publié actuellement, et Richard Horton, qui était le patron du Lancet, avait dit plus de 50% de ce qui est publié actuellement en littérature scientifique, médicale, est faux. Probablement c'est même plus de 80%. Kamran Abbasi, qui était le rédacteur en chef du British Medical Journal, le BMJ, qui est un journal qui a pignon sur rue autant que le New England Journal of Medicine, a écrit un article pendant le Covid-19 qui s'appelait COVID-19, Politicization, Corruption and Suppression of Science. Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Où il montrait, notamment autour du Covid et de la vaccination anti-Covid, la quantité de corruption systémique et de politisation de l'information qui était donnée. À tel point qu'on est rendu dans un moment où tout est faux. Les situationnistes dans les années 70, qui sont des penseurs qui ont beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle la société du spectacle, l'avaient dit comme ça, ils avaient dit, dans un monde où tout est inversé, le vrai est devenu un moment du faux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du faux, il va falloir trouver des pépites de vrai. Mais si vous vous en référez à l'information générale que vous recevez, vous pourriez dire, non, les médecins ont été intègres. Ils ont été, si vous mettez dans le référentiel dominant actuellement de notre société, vous pouvez dire, non, les médecins ont fait leur travail. Et beaucoup se défendent comme ça, en disant, non, mais dans un monde fou, si je suis fou, ça va. Là, ça va être la complexité. C'est que si vous voulez rester sain d'esprit dans un monde qui est devenu fou, il va falloir du travail. Et vous pourrez pas le faire tout seul. Parce que le travail de décortiquage de l'information médicale et scientifique ne peut pas être fait tout seul. Et c'est le constat pendant le Covid, c'est qu'on a dû se réunir à plusieurs pour créer le conseil scientifique indépendant et essayer d'obtenir une information de qualité sur le Covid. Et l'information de qualité, ça voulait dire, y a pas de scoop, y a pas de buzz, on va pas casser des briques, on va globalement dire des choses assez prudentes, et on va s'en tenir là. Donc peut-être pour le grand public, chaque fois que vous voyez du buzz, un scoop, que ça va révolutionner le cancer, ça va révolutionner ci ou ça, que c'est la pilule magique qui va guérir le Covid, la rougeole, je sais pas quoi. Chaque fois qu'on essaie de vous faire peur, en vous disant c'est terrible, il faut vite prendre l'injection, tout ça pue, ça pousse au contraire à ralentir, à vous renseigner, à être prudent, et à miser sur d'autres choses que l'industrie pharmaceutique, quoi. Donc la déontologie des médecins, déon en grec, ça veut dire ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Ce que je dois faire, c'est les règles de déontologie édictées par le Conseil de l'Ordre et le ministère de la Santé et les députés. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un article, l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui dit que quand un médecin critique un protocole thérapeutique fourni par le ministère, la Direction générale de la santé, l'Agence régionale de la santé, et il est potentiellement en train de sombrer dans une dérive sectaire, et qui doit s'abstenir de parler. Si un universitaire critique un protocole fourni par nos tutelles, c'est pareil. Il est passible de prison et d'amende. Et là, vous avez un vrai problème dans la loi. Parce que normalement, un universitaire, il est justement là pour être un contre-pouvoir au pouvoir exécutif ou au pouvoir administratif. Et dire « ça ne va pas ». Alors même qu'on vous dit « tout va bien ». Donc là, on est rendu à un moment, on appelle ça une aporie, c'est-à-dire un moment où on est comme dans une impasse. On est dans une impasse. Si vous en référez à la déontologie telle qu'elle est dictée par la loi, elle va globalement vous conduire à mentir et à dire des choses fausses. Et si vous voulez maintenir une vraie déontologie personnelle, vous allez être obligé d'être en conflit avec le système. Mais c'est très douloureux d'être en conflit avec le système parce que vous perdez tous les avantages
que vous aviez à faire partie du système. Vous avez fait médecine, vous avez fait 10 ans d'études, 11 ans d'études, 12 ans d'études. Vous avez passé la première année P1, vous avez ensuite fait des beuveries P2, vous avez survécu à des murges pas possibles, à des bizutages. Ça fait partie des épreuves initiatiques, au même titre que la première année et le concours de première année. Vous avez ensuite passé le concours de l'internat, 2 ans, 3 ans de travail très difficile pour être classé de 1 à 6000. Puis ensuite, vous avez fait votre internat, vous avez fait des gardes, vous avez été martyrisé, maltraité par les gens qui vous prenaient en charge, humilié, jusqu'à enfin vous, une nuit magique, obtenir un diplôme qui fait de vous un docteur. Et là, vous avez un bon salaire, une reconnaissance sociale. Vous pouvez arriver dans les dîners et dire « je suis médecin réanimateur ». Ça se pose là. C'est pas la même chose que si vous arrivez et que vous dites « je suis dissident anti-Covid ». Là, non. Là, vous êtes blacklisté, quoi. Et il y a plein de gens qui l'ont compris instinctivement, qui se sont dit « mais si j'ouvre ma gueule, je vais perdre tout ce que j'avais. Et au-delà de ça, je vais perdre la possibilité même de soigner. » Et quelque part, je comprends ceux qui sont restés dans le système en faisant semblant. Et ils ont été nombreux à faire des faux. Pour pouvoir faire des faux pour d'autres. Heureusement qu'ils sont là. Parce qu'ils ont permis à des jeunes de continuer à faire leur stage, à faire leurs études, à des gens de continuer à avoir leur travail, à des soignants de continuer de soigner. Et pour moi, tout est nécessaire. Il fallait des gens qui disent non et qui refusent le mensonge, à la façon de Solzhenitsyn, et qui acceptent de tout perdre. Ils sont nombreux, hein, voilà. Je pense à beaucoup de gens, mais vous avez dans les réseaux sociaux des gens comme Tiffaine Pinsol, Annelise Bocquet, Denis Agré, plein d'autres qui ont perdu beaucoup, comme Aminou Mlil, etc., qui ont pris des risques très importants. Et puis d'autres qui ont réussi à passer entre les gouttes. Est-ce que vous allez vous expatrier dans le Vermont comme Solzhenitsyn? Comme qui? Comme Solzhenitsyn? Je suis pas sûr d'être compatible avec l'Amérique Yankee. Je pense que le combat, il est ici et maintenant, qu'on peut pas fuir. Globalement, si vous fuyez, vous allez retrouver vos problématiques intactes. Vous allez les emmener avec vous. Et donc, c'est ici que ça se passe, et c'est ici qu'il y a une reconquête de la démocratie sanitaire à entreprendre, et que tous les citoyens en sont partie prenante. Et dans les phénomènes de formation de foule, seulement 15% des gens, 20% maximum, sont réellement hypnotisés. C'est-à-dire croient réellement dans la propagande totalitaire qui leur est imposée. Le vaccin est sûr et efficace, il faut se confiner, vous restez chez vous pour sauver des vies, etc. Vous allez vous enlever votre masque pour aller pisser, mais vous le remettez pour finir votre mousse au chocolat. Toutes ces choses-là qui n'avaient aucun sens, ni scientifique, ni médical, ni même politique, ont été des outils pour nous rendre fous et mettre en place un système totalitaire. Là-dedans, il y a 5% des gens qui réagissent vraiment. Par contre, il y a 70-80% des gens qui sont pas hypnotisés, mais qui, allez, s'accommodent en disant ça passera. C'est bon. Voilà. Évitez de perdre trop de plumes. À partir du moment où ces 70-80% de gens commencent à parler, honnêtement, à cœur ouvert, tout bascule. Et c'est ça que j'attends sur les victimes d'effets secondaires. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les victimes eux-mêmes sont les plus puissants à parler de leurs problèmes. On a dit globalement ce qu'ils disent depuis 5 ans, mais on était inaudibles. Mais par contre, eux, ils ont une légitimité à le dire. Quand vous faites ce film, soudainement, il y a une légitimité à parler parce que vous convoquez des gens qui le vivent vraiment, pas des gens qui le supputent, quoi. Et puis à partir du moment où vous avez des médecins qui vont se rendre compte qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas beau, ben ils vont devenir très actifs. C'est l'exemple d'Assem Malhotra, qui a vacciné, qui était un fervent défenseur de la vaccination anti-Covid, et puis qui a vu son père avoir une myocardite ou un accident cardiaque, je ne sais plus lequel exactement, et qui maintenant est un de ceux qui milite le plus pour retirer du marché ses produits. Donc, ouais, moi j'ai cet espoir-là, mais je suis un optimiste. J'aimerais bien rencontrer Hassan Malhotra. Oui, j'essaie de trouver des gens qui ont été pro-Covid et qui regrettent. C'est pas facile à trouver. Ouais. Il y a eu pas Kevin McKernan, mais Bucco, professeur Bucco, Arnold Bucco, je crois, qui a trouvé que dans les vaccins ARN de Pfizer, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout conforme. J'en ai pas parlé tout à l'heure sur la conformité du produit, la qualité du produit, mais
il y a un premier process de fabrication qui a été fait où l'ARN linéaire a été fait avec une ingénierie très spécifique, et c'est lui qui a été testé dans les études Princeps. Puis ensuite, on a dit maintenant il faut produire pour 7 milliards de gens. Et là, Pfizer, comme Moderna, comme toutes les autres entreprises, ont dit d'accord, c'est le passage à la phase industrielle, on va pas utiliser le même process de fabrication. C'est très fréquent dans l'industrie, c'est pas choquant en soi, parce que, c'est habituel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un proto, puis au bout d'un moment, il y a la phase, on passe en phase industrielle, quoi. Et sauf que normalement, vous retestez le produit qui est fait dans la phase industrielle avec la même rigueur que ce que vous avez testé le proto. L'Agence européenne du médicament a demandé à Pfizer de tester sur, tenez-vous bien, 250 patients le nouveau produit du process 2. 250, c'est rien. Les premières études, elles étaient sur 30 000 patients x 2. Donc c'est-à-dire que vous allez rien voir sur 250 patients en termes d'effets secondaires. Mais encore mieux, Pfizer comme Moderna ont dit mais bon, c'est bon, on l'a déjà donné à des millions de gens, ça sert à rien. Et l'Agence européenne du médicament a dit ouais, vous avez raison, ça sert à rien, on fait pas. Et donc ils n'ont pas testé ce deuxième process. Et dans ce deuxième process, l'ingénierie de l'ARN n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que pour fabriquer le vaccin, on commence par prendre de l'ADN issu de ce qu'on appelle des plasmides. Un plasmide, c'est un rond d'ADN dans lequel on introduit la cassette de Spike, c'est-à-dire ce qui va coder pour Spike. Et puis on fait se multiplier dans un bain de bactéries, en l'occurrence des Escherichia coli, qui sont les mêmes bactéries que celles de notre tube digestif, donc en gros un bain de merde. Vous faites se multiplier ces bactéries qui vont s'échanger ces plasmides. C'est comme ça que les bactéries multiplient leur matériel génétique. Puis ensuite, vous allez mettre tout ça dans un bain d'antibiotiques pour tuer les bactéries. Vous allez normalement rendre tout ça bien clean pour qu'il n'y ait plus aucun morceau de bactérie, que ça rende pas malade. Puis ensuite, transformer ça en ARN, enlever et purifier l'ADN, parce qu'il faut plus du tout qu'il y ait d'ADN. Et là, vous avez produit avec de l'ARN final. De quoi s'est rendu compte Arnaud Bucco et Kevin McKernan? Ils se sont rendus compte que dans le produit fini des fioles, il restait de l'ADN et de l'ADN plasmidique. Mais l'ADN, c'est oncogène, ça donne des cancers. L'ADN, ça peut se mettre dans votre génome et transformer vos propres cellules au long cours. Cet ADN, non seulement il était là, mais il y avait aussi le promoteur de SV40, le virus simien 40, qui est pro-oncogène. Et ça, Pfizer l'avait jamais dit. Ça veut dire qu'ils ont mis sur le marché un produit sur lequel ils ont menti volontairement sur ce qu'il y avait réellement dans le produit final. Rien que ça nécessite le retrait du marché. Voilà, donc Bucco, c'est un de ceux qui a changé son avis parce que il a vu Kevin McKernan publier ça en disant mais regardez, il y a de l'ADN, c'est pas du tout normal et tout. Et il a dit mais c'est n'importe quoi. McKernan dit n'importe quoi et il l'a refait, il l'a retrouvé. Et là, et donc il témoigne devant le Congrès australien, je crois, où il dit mais moi j'étais un fervent believer de la plateforme ARN et maintenant je pense qu'il faut pas. Donc oui, on a quelques renégats. J'espère qu'il y en aura plus. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée que vous auriez bien aimé qu'on vous pose? Un mot, il y a toute une partie qui est pas là dans mon discours et qui pourtant pour moi est la plus importante, c'est la détresse humaine de tous ces gens qui ont des effets secondaires. On peut parler de Pfizer, on peut parler des gouvernements, etc. Et essayer de trouver quelque part des boucs émissaires, des responsables. Mais ça n'enlèvera pas le fait que des gens aient perdu leur enfant, le fait qu'ils soient malades au long cours, le fait que ça n'enlèvera rien. Et donc à tous ceux qui rêvent d'une vengeance en disant mais ni oubli ni pardon, je pense que c'est vain, qu'il y a autre chose à réparer. Et c'est très dur, mais bien sûr ni oubli. Ouais, faut pas qu'on oublie. Et il va falloir faire des mémorials de toutes les victimes qu'il y a eu. Vraiment, je plaisante pas. Il y a faire des vrais musées de ce qui s'est passé, comme il y a eu des musées de l'Holocauste. Et que pour autant, se venger n'amènera rien de plus, quoi. Et qu'en plus, on sera transformé en bourreau. Donc, il y a une réforme profonde de notre système institutionnel, de notre représentation politique, des structures administratives qui nous gouvernent, de la façon dont les médecins reçoivent les messages de l'industrie et des ministères et des différentes structures de tutelle. Ça, je pense que c'est des vrais gros sujets
qui n'empêche pas le fait qu'on doit prendre soin là de chacun un par un. Et si déjà, les victimes se retrouvent entre elles, arrivent à se trouver, quelques médecins qui, acceptent d'accompagner leur maladie, ce serait déjà pas mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de souffrance et de solitude, avec plein de patients qui trouvent juste personne pour les soigner, quoi. Et ça, c'est moi, c'est ça qui me fait le plus de peine.